Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la correction du contrôle numéro 2, où il était beaucoup question de fonctions, il y avait aussi des résolutions d'équations, et puis tableau de variation. Donc on était vraiment en lien sur le chapitre avec le chapitre sur les fonctions. Il y avait évidemment quelques calculs fractionnaires, des calculs avec les entiers relatifs, du calcul de puissance. Donc on va corriger tout ça, et on commence évidemment par l'exercice 1. Alors, dans l'exercice 1, on vous donnait l'expression d'une fonction f, et la première des choses qu'on vous demandait, c'était de donner en sorte de définition de la fonction f. Alors, on vous disait sans justifier, nous évidemment on va justifier. Donc, ici on constate que la fonction f est définie avec un quotient, donc vous avez quelque chose au numérateur et quelque chose au dénominateur. Et on sait que lorsque une fonction est définie à l'aide d'un quotient, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc le dénominateur c'est x plus 2, et x plus 2 c'est égal à 0 si et seulement si x est égal à moins 2. Donc ça veut dire que je peux faire le calcul de l'image de x pour toutes les valeurs de x, sauf pour moins 2, puisque lorsque x est égal à moins 2, le dénominateur est égal à 0, et on ne veut pas que le dénominateur soit égal à 0. Donc on ne veut pas que x soit égal à moins 2. Conclusion, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des réels, donc c'est R tout entier, sauf le nombre moins 2. On ne veut pas le nombre moins 2, donc on exclut le nombre moins 2 de l'ensemble de définition. Voilà, donc c'était juste ça qu'il fallait répondre. Question 2, cette fois-ci il fallait détailler les calculs et on vous demandait de calculer f de moins 1. Alors, pour calculer f de moins 1, il faut remplacer x par moins 1 au numérateur, et x par moins 1 au dénominateur. Donc f de moins 1, donc si je remplace x par moins 1 au numérateur, ça fait 2 fois moins 1 au carré. Et la première propriété sur les puissances, il faut bien évidemment mettre le moins 1 entre parenthèses. Moins 15 fois moins 1, et enfin plus 7. Et on divise par x plus 2, c'est-à-dire qu'on divise par moins 1 plus 2, puisque x, hein, je rappelle que dans cette question-là, x est égal à moins 1. Hop. Alors 2 fois moins 1 au carré, ça fait 2 fois 1. Moins 15 fois moins 1. Donc là, vous avez un produit de deux nombres négatifs, ça va nous faire plus 15, plus 7. Et moins 1 plus 2, ça fait 1. 2 fois 1, 2. 2 plus 15, 17. 17 plus 7, 24. 24 divisé par 1, ça fait toujours 24. Donc l'image de moins 1 par la fonction f est égale à 24. Donc on encadre ça, hop, et voilà. Là ici, la réponse c'était ça. Voilà, donc là il fallait juste faire attention à comment on maniait les puissances, et surtout le moins 1 au carré. La question 3, un peu plus délicate, puisque cette fois-ci il fallait remplacer x par 5 tiers, et ensuite on vous demandait d'écrire le résultat sous forme d'une fraction irréductible. Donc si je veux remplacer x par 5 tiers, il faut faire exactement le même travail ici. On calcule le numérateur et le dénominateur en passant x par 5 tiers. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les calculs séparément. C'est-à-dire que je vais d'abord calculer le numérateur. Je vais dire que je vais calculer 2 fois 5 tiers au carré, moins 15 fois 5 tiers, plus 7. Donc je vais faire ce calcul-là. Donc on voit qu'il y a du calcul de puissance et du calcul fractionnaire. Une fois que j'aurai fait ce calcul-là, on calculera le dénominateur, et ensuite on pourra faire le quotient des deux. Alors 5 tiers au carré, c'est 5 tiers fois 5 tiers. On peut utiliser une propriété sur les puissances qui dit que 5 tiers le tout au carré, c'est pareil que 5 au carré fois 3 au carré. Moins, ici j'ai 15 fois 5 divisé par 3, donc règle de calcul, propriété de calcul sur les fractions.
15 fois 5 divisé par 3. Hein. Vous savez que si j'ai un nombre entier multiplié par une fraction, le nombre entier se multiplie avec le numérateur. Et enfin, plus 7. Je fais le calcul. 2 fois 5 au carré, donc c'est 2 fois 25. Ça va nous faire 50 sur 3 au carré qui est égal à 9. 15 fois 5, ça fait 75, divisé par 3. Et enfin 7. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que je vais devoir additionner des fractions, donc je vais devoir mettre toutes ces fractions au même dénominateur. Donc le 7, plutôt que de le laisser tout seul sur 7, je vais tout de suite le mettre sur le dénominateur que je vais choisir. Et là, je vais choisir comme dénominateur commun 9, puisque 9 est dans la table de 3. Donc 7, si je veux l'écrire sur 9, ben, vous connaissez vos tables de multiplication, et vous devez savoir que 7, c'est 63 divisé par 9. Il ne reste plus qu'à mettre ce nombre-là sur 9. Alors, ici je vais avoir 50, moins quelque chose, plus 63, divisé par 9. Comme je veux, comme dénominateur commun 9, il faut que je multiplie par 3 mon dénominateur ici et le numérateur ici. Et 75 fois 3, ça fait 225. Il ne reste plus qu'à faire le calcul du numérateur, donc 50 moins 225 plus 63. La calculatrice n'était pas interdite le jour du contrôle, donc vous pouviez écrire directement à l'aide de la calculatrice votre calcul, et la calculatrice vous donnait moins 112 sur 9. Donc le numérateur, quand x est égal à 5 tiers, le numérateur est égal à moins 112 sur 9. Je fais la même chose avec le dénominateur, ça va être beaucoup plus rapide, puisque le dénominateur c'était x plus 2, et donc x plus 2 c'est simplement 5 tiers plus 2. Je mets tout au même dénominateur, 2 on sait que c'est 6 sur 3, donc j'ai 5 tiers plus 6 tiers, on obtient 11 tiers. Donc ici j'ai calculé le numérateur, ici j'ai calculé le dénominateur, donc je peux enfin calculer l'image de 5 tiers par la fonction f, donc f de 5 tiers est égale, et donc ici, l'image de 5 tiers, c'est le numérateur divisé par le dénominateur, c'est donc moins 112 neuvième, moins 112 neuvième, excusez-moi j'ai mal écrit ma fraction, donc je vais avoir un peu plus haut, moins 112 neuvième, comme ça, divisé par 11 tiers. D'accord? Au numérateur, on a calculé moins 112 sur 9, au dénominateur, on a calculé 11 tiers, donc je fais ça, divisé par ça. J'obtiens une nouvelle propriété sur les fractions que vous devez absolument connaître par cœur, à savoir que diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse. Donc là, je divise par 11 tiers, ce qui revient à multiplier par l'inverse de 11 tiers. Et pour inverser une fraction, il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur. Et du coup, on obtient moins 112 sur 9 multiplié par 3 onzièmes. Ici, ce qu'on remarque, c'est que le 9, c'est pareil que 3 fois 3. Je vais donc pouvoir simplifier par 3 ici et là. D'accord? Alors, les détails ici n'étaient pas forcément utiles, puisque on considère en seconde que vous êtes capable de simplifier par 3, mais je vous écris quand même ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est que 9, c'est pareil que 3 fois 3. Je peux donc simplifier par 3, puisque je n'ai que des multiplications. Il me reste donc moins 112 divisé par 3 fois 11. Et moins 112 divisé par 3 fois 11, ça nous donne moins 112 divisé par 33. Et cette fraction-là est une fraction irréductible. Vous ne pouvez pas la simplifier, puisque moins 112 n'est pas divisible par 3. Donc le résultat final de cette question 3, c'était que l'image de 5 tiers est égale à moins 112
sur 33. Et vous aviez fini donc ce calcul. Donc le calcul n'était pas bien compliqué, hein, ça fait appel à des propriétés de calcul que vous connaissez depuis longtemps, d'accord, sur les puissances, sur les fractions. Il fallait juste être méthodique et ne pas faire évidemment d'erreur de calcul ou de signe. Donc l'image de 5 tiers par f est moins 112 sur 33. Voilà. Il y avait une question 4 à l'exercice. On va donc passer à la question 4 pour finir cet exercice 1. La question 4 était des questions de lecture graphique. Il y avait quelques calculs. On donne ci-dessous donc la courbe représentative CF de la fonction f sur intervalle 0,8. Donc on n'a pas représenté toute la fonction, hein, on a juste représenté un morceau de sa courbe sur l'intervalle 0, 8, puisque le 0 est ici, et si je compte les carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 8 est là. D'accord ? Donc on a bien représenté la fonction entre 0 et 8. Bon. On vous demande de dresser le tableau de variation sur l'intervalle 0,8 justement, en utilisant des valeurs approchées si nécessaire. Donc question 4, petit a. Le tableau de variation, je vous rappelle que dans sa forme la plus simple, vous avez une ligne pour x, et puis ensuite une ligne pour les variations de f. Hop, de f. On va mettre un s à variation. Donc x, c'est écrit dans l'énoncé à deux reprises, hein, c'est écrit là, et c'est écrit là. On vous demande de dresser le tableau de variation sur intervalle 0,8. Donc je vais entre 0 et 8. Ensuite, les variations, c'est dire si la fonction est croissante ou décroissante. Donc ici, on voit que la courbe descend, puis elle remonte. Ça veut dire que la fonction est d'abord décroissante, puis elle est croissante. Il reste à indiquer ici le nombre et son image à partir du moment où la fonction change de variation. Alors c'est là où l'énoncé dit qu'on peut utiliser des valeurs approchées. On est à peu près ici. Donc si je regarde ce qui se passe, donc ce sont des valeurs approchées. Donc en ordonnée, on a 1, 2, 3, 4. Donc on descend jusqu'à moins 4. Et en abscisse, on a 1, 2, pas exactement 1,5, allez, on va dire 2,7. Voilà, c'est une lecture graphique, c'est pas spécialement précis. De toute façon, l'énoncé nous dit qu'on peut utiliser des valeurs approchées, donc on va dire à peu près 2,7. On n'oublie pas de préciser l'image de 0, qui est de 1, 2, 3,5. Et enfin, l'image de 8, qui est de 1,5. Donc, la fonction f sur l'intervalle 0,8, elle est d'abord décroissante sur l'intervalle 0, 2,7, puis elle est croissante sur l'intervalle 2,7, 8. Question B. Le point A de coordonnées 1, moins 2 appartient-il à la fonction f, à la courbe de f, et il fallait justifier à l'aide d'un calcul. Alors, ça c'est vrai, donc le point A de coordonnées 1, moins 2 appartient à CF si et seulement si l'image de 1 est égale à moins 2. Donc ça c'est une propriété qu'on avait vue dans le cours. Donc comme on vous demande ici de vérifier par le calcul, il va falloir faire un calcul. Cependant, si on regarde ce qui se passe sur le graphique, si je prends l'image de moins 1, l'image de 1, pardon, donc 1 c'est ici, si je regarde l'image de 1, j'arrive à ce niveau-là de la courbe, et il semblerait que l'image de 1 est bien égale à moins 2. Donc si l'image de 1 est égale à moins 2, ça veut dire que f de 1 égale moins 2, et donc le point A de coordonnées 1, moins 2 appartient à la courbe. Donc visiblement c'est vrai. Donc quand on vous dit le point A de coordonnées appartient-il à la courbe, la réponse sera oui, mais il faut le justifier par un calcul. Donc on va reprendre l'expression de f, et on va faire le calcul f de 1 égale, et on va recommencer le calcul. Donc ici c'était 2x au carré moins 15x plus 7, donc 2 fois x au carré moins 15x plus 7, et je remplace évidemment x par 1, divisé par x plus 2, donc 1 plus 2. Donc je remplace par 1, puisque l'abscisse du point A est 1. 2 fois 1 au carré, ça fait 2, donc on obtient 2 moins 15 plus 7
divisé par 3. 2 moins 15 plus 7, ça fait moins 6. Et moins 6 divisé par 3, ça fait bien moins 2. Donc l'image de 1 par la fonction f, d'après le calcul qu'on vient de faire, est exactement égale à moins 2. Donc le point A de coordonnées 1, moins 2 appartient à la courbe de f. Donc A de coordonnées 1, moins 2 appartient à la courbe de f. Voilà ce qu'il fallait faire. Question suivante. Résoudre graphiquement f de x égale 0. Alors, on va effacer un peu tout ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà, donc on veut résoudre f de x égale 0, ça veut dire qu'on cherche les valeurs de x telles que l'image est égale à 0. Les valeurs de x telles que l'image est égale à 0, ce sont tout simplement les abscisses des points qui ont pour ordonnée 0. Ça veut dire que je regarde sur la courbe, ici, quand est-ce que la courbe passe par 0? Et bien en fait, on revoit ici qu'il y a ce point-là et ce point-là. Donc si je regarde l'abscisse ici, c'est à peu près 0,5. Si je regarde celle-ci, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre. Hop, voilà, là on le voit déjà beaucoup mieux. Si je regarde ici, c'est le point qui est là, donc l'abscisse ici est égale à 7. Donc ici, il fallait simplement, c'était une résolution graphique, donc il n'y avait pas de calcul à faire. Donc f de x est égal à 0, si et seulement si, on a deux solutions. Soit x est égal à 0,5, soit x est égal à 7. Voilà, c'était juste ça qu'il fallait écrire. Dernière question de cet exercice 1, qui a été l'exercice le plus long du contrôle, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Résoudre graphiquement f de x strictement plus grand que moins 2. Donc là, cette fois-ci, on veut que l'image soit plus grande que moins 2. Donc moins 2 en ordonnée, c'est ici. Je regarde en ordonnée parce que je veux une image. Je veux que ce soit l'image qui soit plus grande que moins 2. Donc les images, je vous rappelle que c'est en ordonnée. Hop. Et je regarde ici déjà les abscisses des points qui correspondent. Alors on a le point 1 qu'on connaissait ici. On a l'abscisse 1. Et ici, on a comme antécédent 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Donc le nombre moins 2 a deux antécédents, le nombre 1 et le nombre 5,5. Et on cherche à savoir quand est-ce que f de x est plus grand que moins 2, est strictement plus grand que moins 2. Ça veut dire que je cherche les parties de la courbe qui sont au-dessus de moins 2. Il y a deux parties qui correspondent, il y a celle-ci et il y a celle-ci. Alors on va commencer par la partie de gauche. La partie de gauche commence à l'abscisse 0. Donc f de x est strictement plus grand que moins 2. Si et seulement si x appartient à l'intervalle 0. Donc ça commence à 0 et ça se termine à 1. Je vous rappelle qu'on lit cette partie de la courbe ici en abscisse. Donc ce qui m'intéresse, c'est là, c'est cet intervalle-là qui m'intéresse, en abscisse. Donc c'est l'intervalle 0, 1. Ce n'est pas la seule partie de la courbe qui est au-dessus de moins 2, il y a également cette partie-là. Donc x appartient à l'intervalle 0, 1, ou bien il appartient à l'intervalle 5,5, 8. Ensuite, il reste à savoir, pour les extrémités de l'intervalle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'autorise ou non les valeurs 0, 1, 5,5, 8? Donc il faut vérifier pour chacun de ces quatre nombres, est-ce que l'image est strictement plus grande que moins 2? Quand je prends 0, l'image de 0, on l'a dit, c'est 3,5. Donc c'est bien plus grand que moins 2. Donc le nombre 0 est autorisé. Si je prends 8, l'image est égale à 1,5. 1,5 c'est strictement plus grand que moins 2, donc 8 est autorisé. Le crochet est fermé. En 1 et en 5,5, pour ces deux nombres-là, on a dit que ces deux nombres-là étaient des antécédents de moins 2. Donc par définition, ça veut dire que leur image est exactement égale à moins 2. Mais moi ici, je ne veux pas égal à moins 2, je veux que ça soit strictement plus grand que moins 2. Donc je refuse que l'image soit égale à moins 2,
Ça veut dire que je refuse que x soit égal à 1 et je refuse que x soit égal à 5,5. On obtient donc cet ensemble de solutions. F de x est strictement plus grand que moins 2 si x appartient à l'intervalle 0, 1 ou bien x appartient à l'intervalle 5,5, 8. Je répète, puisqu'on cherche les valeurs de x, on cherche les valeurs forcément donc je répète, puisqu'on cherche les valeurs de x, on cherche les résultats. Oh là. Alors, je répète, puisqu'on cherche les valeurs de x, on cherche forcément les nombres qui sont ici en x. D'accord? Donc c'est les deux parties que j'ai coloriées en bleu qui nous intéressent, la partie entre 0 et 1 et la partie entre 5,5 et 8. Hein, d'accord? X se lit ici et f de x se lit ici. Voilà, c'est la fin de cet exercice 1. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire de cette vidéo sur YouTube, ou bien vous venez me voir en classe et on en parle directement. Mais il faut absolument que vous ayez compris tout cet exercice sur les fonctions, qui résume beaucoup de choses. Hein. Vous avez des calculs d'images, vous avez des calculs avec des puissances, vous avez des calculs avec des fractions, vous avez des ensembles de définitions. Il faut être capable vraiment de maîtriser tout ça, parce que en seconde et après la seconde, quand vous allez parler de fonctions, vous allez toujours parler de tout ce qu'on vient de voir dans cet exercice-là. Donc cet exercice-là, il est très important de le maîtriser. D'accord? Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois si c'est nécessaire, à retourner voir votre cours, refaire les exemples du cours. Voilà, il faut que vous réussissiez à faire cet exercice-là parfaitement. On va donc maintenant passer à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, il fallait résoudre des équations, donc les trois équations qui étaient là, et on vous dit ensuite que parmi les ensembles R, Q, Z et N, il fallait dire à quel plus petit ensemble, parmi ces quatre-là, la solution appartenait. Donc on va y aller tout simplement par la première équation, qui n'était pas la plus compliquée, hein, 7x plus 2 égale 0. L'idée de résoudre une équation, je vous rappelle, c'est qu'il faut isoler x. Donc pour isoler x, je commence par enlever le plus 2, donc je fais moins 2, j'enlève 2 à gauche et à droite, je fais moins 2 à gauche, ce qui me reste plus que 7x, je fais moins 2 à droite, 0 moins 2, ça fait moins 2. Ensuite, ici, j'ai une multiplication par 7. Si je veux me débarrasser de cette multiplication par 7, il faut que je divise par 7. Et si je divise par 7 à gauche, je dois diviser par 7 à droite. Ça me donne moins 2 sur 7. Et c'est terminé, cette équation est résolue. Donc 7x plus 2 est égal à 0 si et seulement si x est égal à moins 2 sur 7. On nous demande de préciser à quel plus petit ensemble ce nombre appartient en choisissant uniquement parmi R, Q, Z et N. Ici, on constate que ce nombre-là peut s'écrire sous forme d'une fraction, donc il appartient forcément à Q, mais ce nombre moins 2 sur 7 n'est pas un nombre entier, donc il n'appartient ni à Z ni à N. Donc le plus petit ensemble qui convient, c'est Q. L'équation suivante, 3x moins 4 est égal à 8x plus 6. Dans cette équation-là, contrairement à l'équation précédente, vous aviez du x des deux côtés. Alors que là, il y avait x que à gauche, là on a du x à droite et à gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va tout mettre à gauche pour se ramener à une équation de ce type-là. Donc le 3x moins 4 est déjà à gauche, j'y touche pas. Le 8x plus 6, donc ils sont à droite, je veux m'en débarrasser, c'est-à-dire que je veux égal 0 à la fin. Donc si je veux égal 0, c'est-à-dire que je dois enlever 8x. Pour enlever 8x, il faut que je fasse moins 8x. Je veux enlever 6, donc je dois faire moins 6. À droite, j'ai enlevé 8x, j'ai enlevé 6 aussi, donc il me reste 0. Je fais ensuite le calcul. 3x moins 8x, ça nous donne moins 5x. Moins 4 moins 6, ça nous donne moins 10. Et là, on se retrouve exactement dans la même situation que tout à l'heure. Donc je vais aller un tout petit peu plus vite en faisant les deux opérations d'un coup.
C'est-à-dire que ici, je dois d'abord ajouter 10 à gauche et à droite pour me débarrasser de ce moins 10, et ensuite je dois diviser, attention ici, je dois diviser par moins 5. J'obtiens 10 divisé par moins 5, qui est égal à moins 2. Mon équation est terminée. La solution, c'est moins 2. Donc 3x plus 4 est égal à 8x plus 6, si et seulement si x est égal à moins 2. C'est-à-dire que si je remplace x par moins 2 ici, j'obtiens le même résultat que si je remplace x par moins 2 là. Le nombre moins 2 est un nombre entier, donc il appartient soit à n, soit à z, mais comme c'est un entier négatif, il n'appartient pas à n, et il appartient à z. Et enfin, dernière question, 3x moins 6 facteur de x plus 2 égale 0. Vous avez ici une équation produit, dont le produit est égal à 0. Vous savez que un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul, ce qui veut dire que soit 3x moins 6 est égal à 0, soit x plus 2 est égal à 0. Une fois que vous avez appliqué cette propriété correctement, vous vous retrouvez avec deux équations simples du premier degré qui ressemblent à celles qu'on a vues dans la question 1. Et vous pouvez donc ici dire que 3x est égal à 6, ou bien ici, x est égal à moins 2, puisque je veux enlever le plus 2, je fais donc l'opération contraire, moins 2, à gauche et à droite, et ici je divise par 3, donc ça fait x égale 6 sur 3, c'est-à-dire égale 2. Donc au final, j'ai deux solutions à mon équation, soit x est égal à 2, soit x est égal à moins 2. Le nombre 2 est un entier naturel, le nombre moins 2 est un entier relatif. C'est terminé pour l'exercice 2, il était assez rapide, hein, je vous avais indiqué qu'il était faisable en 10 minutes, ça rapportait quand même 5 points, donc j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionnait. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, ou bien à venir me voir directement en cours. D'accord ? Et ici, les ensembles de nombres, c'est très important aussi que vous soyez capable de différencier Z, N, Q et évidemment R. On passe à l'exercice suivant. Dans l'exercice 3, vous aviez cette fois-ci une fonction h qui était définie à l'aide de son tableau de variation. On ne connaît pas l'expression de la fonction h. On connaît juste ses variations sur l'intervalle moins 6, 10. Et on connaît certaines images. Alors ici, il est vraiment très important de noter que quand je dis que la fonction h est définie sur moins 6, 10, je parle de l'ensemble de définition, ça veut dire l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la fonction est définie. Donc comme c'est l'ensemble des valeurs de x, je regarde évidemment sur la ligne x. Donc le moins 6, 10 se retrouve ici sur la ligne du x. Alors première question, vrai ou faux, la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle 0,6. Il fallait justifier la réponse. Alors, ici, évidemment, comme je viens de le dire, quand on vous parle d'un intervalle, quand on vous dit sur 0,6, ça veut dire que je regarde sur la ligne des x. Donc ça veut dire que le 0, je le place par exemple ici, à peu près. Hop. Et le 6, il est déjà là. Donc quand je parle de l'intervalle 0,6, je parle de cet intervalle-là, en x. Et on se demande, est-ce que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle 0,6? Bon, bah, d'après le tableau de variation, la réponse est non. Elle n'est pas croissante sur l'intervalle 0,6. Elle est d'abord croissante, puis elle est décroissante. Donc, dans la question 1, il fallait juste répondre faux. Et on peut dire par exemple que sur l'intervalle 3, 6, la fonction h est décroissante. Donc, la fonction h est décroissante sur l'intervalle 3, 6. Ce qui montre bien qu'elle ne peut pas être croissante sur 0,6. Alors, là, en fait, il y avait évidemment un piège, c'est qu'on voit sur l'axe des ordonnées, donc au niveau des images, par la fonction h, que les images, à un moment, on part de 0 et ça augmente jusqu'à 6. Mais il fallait évidemment ne pas confondre en se disant que l'intervalle 0,6 dont on parlait ici, c'était un intervalle à lire sur l'axe des antécédents, sur l'axe des abscisses, sur l'axe des x. D'accord ? Donc ça, il faut absolument aussi que vous le compreniez.
Donc ici, la réponse est faux. Sur l'intervalle 0,6 que j'ai dessiné ici, la fonction est d'abord croissante, puis elle est décroissante. Donc elle ne peut pas être strictement croissante sur l'intervalle 0,6. Passons à la question 2. Dans la question 2, on vous disait en justifiant précisément la réponse, comparez les nombres h de 7 et h de 9. Là encore, il faut comprendre ce que ça signifie. H de 7, c'est l'image par h du nombre 7. H de 9, c'est l'image du nombre 9 par la fonction h. Ça veut dire que 7 et 9 se lisent sur l'axe des abscisses, ils se lisent sur x. Donc ici, le 7, il est là, et le 9, il est ici. Par contre, h de 7 et h de 9 se lisent en ordonnée ici. H de 7 et là, h de 9. Alors, on ne sait pas combien ils valent, mais on ne vous demande pas de toute façon de les calculer, on vous demande de les comparer. C'est-à-dire qu'on vous demande de savoir qui est celui qui est plus grand que l'autre. Visuellement, on constate que c'est h de 9 qui est plus grand que h de 7. On voit que le h de 9 est au-dessus de h de 7. Alors, comment est-ce qu'on l'explique mathématiquement? Il y avait trois choses à écrire. Première chose à écrire, il fallait dire que, d'une part, on sait que 7 est plus petit que 9. On sait que 7 est plus petit que 9. Et la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle, ici 6, 10. Quand je prends x sur l'intervalle 6, 10, je vois que j'ai une flèche qui monte, donc la fonction h est strictement croissante. D'après le cours, on sait que si une fonction est strictement croissante, alors deux nombres et leurs images sont classés dans le même ordre. Ça veut dire que si 7 est plus petit que 9, alors h de 7 est plus petit que h de 9. Et on retrouve bien l'intuition qu'on avait eue quand on avait regardé ici, graphiquement, visuellement, le résultat. Voilà, donc il fallait dire ces trois choses-là. Premièrement, il fallait dire que 7 est plus petit que 9. La fonction est strictement croissante. Donc l'image de 7 est classée dans le même ordre. Et, les images h de 7 et h de 9 sont classées dans le même ordre que 7 et 9. Donc h de 7 est plus petit que h de 9. La question 3 ressemblait beaucoup à la question 2. Dans la question 3, on vous demandait de comparer cette fois-ci le nombre h de 4 et h de 5. Donc si vous avez bien compris ce qu'on vient de dire, 4 et 5 se placent en abscisse. Donc ici, on a 4. Et à côté, on va avoir 5. On n'est pas obligé de les placer exactement, c'est juste pour se donner une idée. Ça, c'est pas une justification, hein. Là, c'est juste se donner une idée. L'image de 4 est ici. L'image de 5, on remarque qu'elle est un peu plus basse. Donc visuellement, l'image de 5 serait plus petite que l'image de 4. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que la fonction, sur cet intervalle-là, sur l'intervalle 3, 6, la fonction est décroissante. Donc du coup, question 3, on sait que 4 est plus petit que 5, donc on sait que 4 est plus petit que 5, et la fonction h est strictement décroissante sur l'intervalle 3, 6, et on sait par définition d'une fonction décroissante qu'on a vu dans le cours que, je vais mettre donc directement, quand je veux comparer h de 4 et h de 5, puisque la fonction est décroissante, je change le sens ici de l'inégalité. Donc je vais obtenir h de 4 est strictement plus grand que h de 5. Et c'est la fin de la question 3. D'accord? Donc là encore, il y avait trois choses à dire. Il fallait d'abord comparer les antécédents, 4 est plus petit que 5, donner les variations de la fonction h, ici la fonction est décroissante, et donc on pouvait en déduire sans trop de problème que h de 4 était plus grand que h de 5. Cette question-là, comme la question 2, vous ne pouvez les résoudre que si vous connaissez votre cours. Donc apprenez votre cours. Et enfin, question 4. En justifiant précisément la réponse, comparez les nombres h de moins 3 et h de 8. Alors on a l'impression qu'on fait encore la même chose,
Sauf que ici, si on regarde le nombre moins 3 en abscisse, il est ici, son image est quelque part par là, et h de 8 est ici, et son image est quelque part par là. Le problème qui se pose ici, c'est que justement sur l'intervalle là entre moins 3 et 8, la fonction h change de variation. Donc on ne peut pas utiliser la même méthode que la question 2, puisque dans la question 2, la fonction h était strictement croissante. Dans la question 3, on utilisait un intervalle où la fonction h était strictement décroissante. Et là, on est sur un intervalle où la fonction change de variation. Donc on ne peut pas utiliser la même méthode que la question 2 et que la question 3. Il faut donc réfléchir un peu autrement. Mais ce qu'on remarque, c'est que vu que moins 3 est plus petit que moins 2, et que la fonction ici est croissante, on remarque que h de moins 3 est plus petit que 0. Donc on sait que h de moins 3 est plus petit que 0, d'après le tableau de variation. Et h de 8, toujours d'après le tableau de variation, on constate que h de 8 est supérieur à 0. Donc vous avez un nombre qui est plus petit que 0, et un deuxième nombre qui est cette fois-ci plus grand que 0. Donc il est clair que h de moins 3 est plus petit que h de 8, puisque le premier est plus petit que 0 alors que celui-ci est plus grand que 0. C'est terminé. C'était même encore plus rapide que la question 2 et 3. Il n'y avait même pas besoin de faire appel au cours, il fallait juste faire appel un peu au bon sens, en disant si l'image de moins 3 est plus petite que 0, que l'image de 8 est plus grande que 0, alors forcément l'image de moins 3 est plus petite que l'image de 8. Voilà, on a terminé avec l'exercice 3, qui n'était pas un exercice très long non plus, parce qu'il n'y avait aucun calcul à faire. Par contre, il fallait absolument connaître son cours. C'était impossible de répondre aux questions de l'exercice 3 si vous ne connaissiez pas votre cours. Seule exception, c'était cette fameuse question 4, qui elle, finalement, ne faisait pas tant appel au cours que ça. Voilà, j'ai terminé pour la correction de ce contrôle. N'hésitez pas, si vraiment vous avez des questions, vous les mettez en commentaire de cette vidéo. Vous venez me voir en classe, vous m'envoyez un message si nécessaire. Mais il vous faut absolument, absolument, absolument regarder cette vidéo, refaire le contrôle. Il faut que vous soyez capable de refaire le contrôle correctement, en particulier l'exercice 1. Et il faut que vous reveniez après les vacances en maîtrisant tout ce qu'il y a dans ce contrôle. Parce que nous allons avoir besoin de tout ça. À chaque fois qu'on va parler de fonctions en cours, on va avoir besoin de tout ce qu'on a dit ici. Donc, il faut que vous maîtrisiez les méthodes, et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de travailler si vous ne les connaissez pas encore. Voilà, et bien selon le moment où vous allez regarder cette vidéo, je vous souhaite à tous de bonnes vacances ou bien un bon retour en classe. Au revoir.